Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire d'une guerre entre deux marques de sport que vous connaissez tous, Adidas et Puma. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ces deux enseignes sont de la même famille, les Dassler. La Gebrüder Dassler Schuhfabrik, la fabrique de chaussures des frères Dassler, est née après la fin de la Première Guerre mondiale, dans une Allemagne dévastée, ruinée. C'est dans ce contexte que les frères Adolf et Rudolf Dassler vont fabriquer des chaussures pour l'athlétisme, le foot et tant d'autres sports. Dès les JO de Berlin en 1936, le succès est au rendez-vous. En 1949, après un conflit qui les oppose, chacun installe son usine de chaque côté de la Aurach, la rivière qui traverse leur petite ville natale de Bavière, Herzogenaurach. Adi, autrement dit Adolf, crée Adidas, et pour Rudolf, ce sera Puma. S'ensuit alors une guerre sans merci sur les terrains de sport, une rivalité qui se transmet à leur fils et qui nourrit l'innovation et le développement du sport business. Des JO de 36 à Berlin, jusqu'à la Coupe du Monde de football en 1990 en Italie, retour sur une rivalité entre deux marques qui s'est manifestée sur les stades du monde entier. Notre invité aujourd'hui, François Thomazeau, journaliste et écrivain, auteur d'une histoire secrète du sport, publiée en 2019 aux éditions La Découverte. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Adrien Morat, coordination Franck Cognard, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter. En vérité, tout commence 16 ans plus tôt, en 1920. L'Allemagne sort défaite de la Première Guerre mondiale. Le traité de Versailles et ses sanctions économiques rendent le pays exsangue, ruiné. Les Allemands sont écrasés par l'inflation, ils vivent dans la misère. Dans une petite ville du nord de la Bavière, Herzogenaurach, le jeune Adolf Dassler parcourt la campagne à la recherche de matériel militaire abandonné. Casques, sacs à dos, uniformes, afin de les réutiliser pour en faire des chaussures. Pour créer ses collections, il s'installe dans l'ancienne blanchisserie de sa mère. Passionné par le sport, il développe donc des pointes d'athlétisme avec des clous forgés chez le père d'un ami. Le bricolage et la débrouille laissent vite place à une entreprise familiale qu'il fonde avec son frère aîné Rudolf, beaucoup plus extraverti. Adi sera le génie créateur, Rudi le vendeur-ouailleur. Un duo complémentaire qui profite du développement du sport au milieu des années 20. L'entraîneur de l'équipe allemande d'athlétisme vient d'ailleurs en personne visiter les nouveaux locaux de la fabrique Dassler pour chausser ses athlètes. En 1933, Adolf Hitler arrive au pouvoir. Les frères Dassler, comme de nombreux Allemands, adhèrent au parti nazi. Mais déjà, toute la famille Dassler, qui vit sous le même toit avec la mère et les épouses, traverse des moments de tension. Mais c'est la Seconde Guerre mondiale qui exacerbe la rivalité entre les deux frères. En janvier 1943, quand Hitler déclare la mobilisation générale, c'est Rudolf qui est envoyé en Pologne. Mais pourquoi lui et pas Adolf ? Cette question l'obsède. Il supporte mal que son cadet soit exempté de l'armée car jugé indispensable au bon fonctionnement de l'usine. Rudolf bénéficie d'une affectation dans un bureau loin des combats, mais il développe du ressentiment envers son frère, resté en Bavière, lui. Et il est persuadé que c'est lui, justement, qui est responsable de son incorporation dans l'armée. Le conflit entre les deux frères se poursuit après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Chacun s'accuse mutuellement de collaboration avec le régime nazi, et chacun accuse l'autre de l'avoir dénoncé pour prendre seul le contrôle de l'usine. Et c'est la séparation. Tout le monde doit donc choisir son camp, Adolf ou Rudolf. La mère part avec le second s'installer de l'autre côté de la rivière à Aurach. La sœur, elle, choisit Adolf. Quant aux salariés de l'usine de chaussures, ouvriers comme techniciens ou cadres, ils restent avec Adolf, le créateur. Les vendeurs, eux, partent chez Rudolf, le commercial. Et c'en est terminé de la Gebrüder Dassler Schuhfabrik. C'est à ce moment-là qu'Adolf crée Adidas, contraction d'Adi et de Dassler. Pour Rudolf, c'est le même principe, ce sera Ruda pour Rudi Dassler. Mais, jugeant le nom pas très vendeur, il opte vite pour son surnom de jeunesse, Puma. JO de 1952, Helsinki. Adi Dassler a la fierté de chausser une autre légende de l'athlétisme, Emil Zatopek, avec des Adidas aux pieds
des chaussures qui courent vite. C'est à cette époque qu'Adolphe va permettre à tout le monde de reconnaître instantanément sa marque, les fameuses 3 bandes sur chaque côté. Côté Puma, on peut se réjouir d'avoir une longueur d'avance sur un autre terrain, celui du foot. Les joueurs de l'équipe allemande portent les Pumas, mais Rudolf Dassler va se brouiller avec le sélectionneur Sepp Herberger. Une histoire de gros sous. L'entraîneur allemand demande en effet 1000 marks par mois pour que la Mannschaft, l'équipe nationale allemande, continue à porter les chaussures Puma. Rudolf refuse. Sepp Herberger est allé tout de suite voir l'autre frère, Adi. Et Adi l'a reçu à bras ouverts. Et ça a été une énorme erreur de la part de notre chef. Ravir l'équipe d'Allemagne à son frère, c'est inespéré pour Adolphe. De plus, une grande échéance arrive, la Coupe du Monde 1954 en Suisse. L'Allemagne parvient tout de même à se hisser en finale pour affronter de nouveau la Hongrie. Parce que les deux hommes savent que l'une des seules chances de battre les invincibles hongrois, c'est la météo. Le capitaine de l'équipe, Fritz Walter, aime bien les terrains lourds. Mais surtout, les Allemands ont l'avantage d'avoir des chaussures légères et des crampons. Dès le début du match, les Hongrois invaincus depuis 4 ans et grands favoris mènent rapidement 2-0. Les Allemands réagissent et parviennent à recoller au score, 2 partout à la mi-temps. La pluie battante rend alors le terrain lourd, très lourd. Ferenc Puskás et ses coéquipiers n'arrivent pas à développer leur beau jeu en seconde mi-temps, d'autant que les Allemands jouent dur, sans talent. Lourdeaux et brutaux, mais avantagés par leurs chaussures Adidas légères avec des crampons, ils l'emportent et décrochent leur premier titre mondial. Pour toute la RFA qui se remet de la Seconde Guerre mondiale, c'est une renaissance. Oui, un triomphe inespéré, surnommé d'ailleurs le miracle de Berne. Et pour Adidas, que rêver de mieux? Voilà la marque associée au redressement du pays. Rien que ça. À Herzogenaurach, on se réjouit de cette victoire allemande. Mais cher Rudolf Dassler, c'est le ressentiment qui domine. Les joueurs auraient dû gagner cette Coupe du Monde avec des Pumas aux pieds, pas des Adidas. Et ce n'est pas fini. Les JO de Melbourne en 1956 mettent de nouveau en scène la rivalité entre les deux marques. Mais cette fois, ce ne sont plus Adolphe et Rudolf à la manœuvre, mais leurs fils respectifs, Horst et Armin. Ils sont jeunes et ambitieux, parfois tordus. Leur objectif ? Que le plus grand nombre de médaillés portent leurs chaussures. C'est le début du marketing sportif et du billard à 3 bandes, si je puis dire. Tous les coups sont permis. Horst parvient à bloquer la marchandise Puma en graissant la patte des douaniers. Et il distribue les chaussures Adidas gratuitement à tous les athlètes dans un magasin de Melbourne. Et c'est un nouveau succès pour la marque Adidas, 62 médaillés olympiques la portent. Frank Dassler, petit-fils de Rudolf, et donc fils d'Armin, décrit l'ambiance de l'époque. Quand nous étions petits, nous n'avions pas de contact avec l'autre partie de la famille. Toute la ville d'Herzogenaurach était divisée en 2. Il y avait un boucher Puma et un boucher Adidas. Les gens ne se regardaient pas, ne se parlaient pas. Du coup, lorsque j'étais enfant, cette autre famille n'existait quasiment pas. Beatles ou Rolling Stones, Sartre ou Camus, Anctil ou Polydor, à Herzogenaurach, c'est la même chose. Il faut choisir. Version chaussures. Pour aller à l'école, les enfants empruntent le bus Puma ou le bus Adidas. Jamais les deux. Dans la rue, avant de parler à quelqu'un, on regarde ses chaussures pour voir à quel camp il appartient. Les mariages entre les deux clans sont interdits. Et on ne s'assoit pas à la même table dans les auberges ou les bars de la ville. Mais surtout, la rivalité se joue sur le terrain de foot, lors du derby entre les équipes Puma et Adidas. 1968, le monde entier est en révolte. Mai 68 à Paris, printemps de Prague, manifestations contre la guerre du Vietnam, aux États-Unis, au Japon, en Italie, la jeunesse se rebelle. Les JO de Mexico sont les premiers à être diffusés en mondiovision, une occasion en or pour faire connaître encore plus les marques. Puma a réussi à mettre dans son camp 2 sprinteurs américains qui vont faire parler d'eux, Tony Smith et John Carlos. Tony Smith termine premier, John Carlos troisième, avec des Pumas aux pieds. Jusqu'ici, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais c'est au moment de la cérémonie des médailles que les 2 sprinteurs afro-américains vont frapper les esprits de 400 millions de téléspectateurs. Premier et champion olympique, Tommy Smith.
États-Unis, 19 secondes, 8 dixièmes. Et il débarque en chaussettes noires, symbole de pauvreté des Afro-Américains, la main gantée de noir comme les Black Panthers, et il lève le poing sur l'hymne américain. Un geste pour l'éternité, une image devenue iconique. Quant à la chaussure Puma, il la dépose sur le podium. La marque devient associée à la lutte pour les droits civiques, par ici la bonne affaire. Bien que Jorge Dassler, petit-fils de Rudolf et fils d'Armin, explique les répercussions de ce geste pour Puma. À première vue, tu pourrais croire que ça te fait de la publicité, parce que la chaussure Puma, avec ses bandes, était très présente sur le podium. Et ça n'arrive jamais de voir une chaussure seule de manière aussi apparente. En Allemagne, ça a fait un bon coup de pub, mais pas aux États-Unis. Parce qu'à l'époque, le mouvement Black Panther n'était pas vraiment ami avec le gouvernement, si je peux dire. Toute cette histoire ne présentait pas d'avantage pour le marché américain. 2 ans après les JO, le Mexique accueille donc l'autre grande compétition sportive, la Coupe du Monde de football, le Mondial. Si Adidas fournit les ballons de la compétition, Puma peut compter sur sa star mondiale, Pelé. Pour la première fois dans l'histoire, 700 millions de téléspectateurs vont pouvoir admirer les maillots en couleur. Grâce à la télé, en couleur. Les Brésiliens, en jaune et bleu, font forte impression dès le premier match. Pelé et Puma vont en profiter pour faire de la pub sauvage. Pour montrer ses chaussures le plus longtemps sur les écrans de télé, le Brésilien demande à chaque coup d'envoi quelques secondes à l'arbitre pour nouer ses lacets. Les caméras et la planète entière regardent alors les Pumas de Pelé. Le numéro 10 prend son temps, pied gauche, pied droit, en pensant à tous les dollars qu'il a planqués dans son coffre-fort lorsque Armin Dassler est venu les lui apporter au Brésil. Pari risqué mais gagnant pour Puma. Le Brésil se hisse en finale contre l'Italie. À quelques minutes de la fin, les Oriverde mènent 3-1. Jairzinho qui arrive, donne au milieu à Pelé. Pelé qui est près du but, qui donne à Carlos Alberto, tire, but. Oh, magnifique! Carlos Alberto, le capitaine, l'arrière, qui remercie le bon Dieu, qui remercie les dieux du football. Pelé gagne sa seconde Coupe du Monde avec les chaussures de la marque. Puma, qui n'a pas la force de frappe et le chiffre d'affaires Adidas, poursuit alors cette stratégie publicitaire. Viser les stars comme représentants de la marque. En Europe, Puma signe un contrat avec le joueur le plus influent de l'histoire du football, sport qu'il a carrément réinventé avec son football total, Johan Cruyff. Un système de jeu qui fait l'admiration du monde entier, porté par l'équipe des Pays-Bas, composée de nombreux joueurs de l'Ajax d'Amsterdam, une équipe Adidas. Mais Cruyff, la star Puma, ne souhaite pas porter le maillot Adidas à 3 bandes. Logique. Le numéro 14 de légende fait donc le forcing et obtient finalement un maillot à 2 bandes. En finale, la bande de Cruyff, la Hollande, s'incline face à l'équipe allemande, fidèle à Adidas et à sa réputation de briseuse de rêves. Une fois de plus, sans talent réel, les Allemands battent une équipe de rêve, comme 20 ans auparavant Suisse devant la Hongrie. Cette même année 74, Rudolf Dassler meurt et c'est son fils Armin qui reprend en main Puma. Pour rattraper Adidas, il se lance dans une production à grande échelle avec des produits moins chers. Mais au milieu des années 70, Horst Dassler est bien plus qu'un chef d'entreprise en réussite. Il devient le grand marionnettiste du sport mondial en infiltrant toutes les fédérations. Aux 4 coins du globe, il a des lobbyistes qui viennent rencontrer les dirigeants, leur faire des cadeaux, des promesses et parfois leur laisser de petites enveloppes. Tiens, l'affairiste brésilien John Havelange à la présidence de la FIFA, c'est Horst. L'espagnol Juan Antonio Samaranch à la présidence du comité international olympique, c'est Horst. L'italien Primo Neboglio à la présidence de la fédération internationale d'athlétisme, c'est encore Horst. Christian Jeannette, ancien responsable des relations internationales d'Adidas France, explique que tout cela est bien le résultat d'un intense travail de lobbying. Pour Horst Dassler, il fallait faire mieux que Puma. Puma n'avait pas de service qui pouvait s'opposer à nous, en fait. Donc nous étions partout. Toutes les réunions possibles et imaginables dans le monde. En 76, par exemple, moi j'ai fait 400 000 kilomètres. Nous allions partout où il y avait la possibilité
de rencontrer un président de fédération, un président de comité olympique, un ministre. Le 6 septembre 1978, le père fondateur Adolf Dassler meurt à l'âge de 77 ans. Il est enterré au cimetière d'Herzogenaurach, à l'extrême opposé de son frère Rudolf. Les voilà divisés jusque dans la mort. Leurs fils poursuivent donc leur lutte acharnée pour le leadership mondial. Mais leur rivalité les a aveuglés. Car deux marques ont émergé de l'autre côté de l'Atlantique, Nike et Reebok. Ces deux équipementiers engrangent des marques plus importantes en délocalisant la production en Asie du Sud-Est. Dans les années 80, la guerre marketing devient encore plus intense pour recruter des stars. Nike signe un gros coup avec Michael Jordan et le lancement de la Air Jordan. Après Pelé, c'est Puma qui parvient à signer Maradona. Quant à Adidas, la marque se diversifie et s'éloigne des terrains de sport en signant un contrat d'$1 million avec le groupe de hip-hop américain Run DMC. Mais année après année, Adidas et Puma perdent des parts de marché face à Nike et Reebok, sur le marché américain en plus, le plus important du monde. Rome, 7 juillet 1990, veille de la finale de la Coupe du Monde. Une conférence de presse est organisée car un homme d'affaires français vient de racheter Adidas, partenaire de la Coupe du Monde. Il s'appelle Bernard Tapie et c'est un coup de tonnerre dans le monde du business. Les chaussures sont Adidas, les arbitres sont Adidas, les ballons aussi. Et j'ai su que le sifflet de l'arbitre n'était pas Adidas. Ce qui est sûr, ce sera quand même Adidas qui gagnera demain. Aujourd'hui, la rivalité Adidas-Puma. Notre invité François Thomazeau. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire, à la lumière de ce récit, que ce foot business, il prend vraiment ses racines dans cette histoire-là, avec Adidas, et notamment, et en particulier avec Horst Dassler? Oui, c'est tout le sport business, en réalité, a été inventé, a été créé de toutes pièces par Horst Dassler. Il a, parce que vous avez évoqué avec beaucoup de talent et c'est très complet la rivalité avec Puma et cette rivalité pour des chaussures. Mais le business de Horst Dassler, à partir des années 70, il dépasse très largement le côté équipementier. Il va inventer ce qui nous paraît tout à fait naturel aujourd'hui, ce qu'on appelle le sport business, c'est-à-dire les droits dérivés, les droits télé, les droits de marketing, les droits de sponsoring, les partenariats. Un exemple, c'est qu'au début des années 80, il va aller voir les gens du Comité international olympique en leur proposant ce qu'il va appeler le programme TOP, The Olympic Program, TOP, qui existe toujours. Et c'est un programme où il va associer des entreprises qui n'ont rien à voir avec le sport à l'image positive du sport et des Jeux Olympiques. C'est ainsi que Coca-Cola, les cartes de crédit, des marques de cartes de crédit, des marques, tout un tas d'énormes entreprises vont associer leur image au sport. Et c'est Horst Dassler qui a cette idée. Et vous imaginez donc que les profits, tout l'argent qui est généré par ce business qui n'a plus rien à voir avec des ventes de survêtements ou de chaussures. Donc il va créer ce qui va faire la fortune du sport pendant jusqu'à nos jours. On sait que quand il y a une représentation des Jeux Olympiques, une retransmission, l'essentiel des revenus olympiques ou de la Coupe du Monde vient des télévisions ou des sponsors. Et voilà. Et ce business, c'est Horst Dassler qui l'a créé ex nihilo. À l'époque, la FIFA est encore gérée par les Anglais, enfin les fondateurs du jeu. Le président de la FIFA est un vieux Britannique qui s'appelle Stanley Roos. Et quand João Havelange, qui représente le Brésil, va se présenter contre Stanley Roos, c'est vraiment deux époques et deux mondes qui s'affrontent. C'est le monde émergent, le Brésil, de l'autre côté de l'Atlantique, et c'est aussi le monde des affaires, parce que João Havelange, c'est pas un perdreau de l'année, c'est pas un amateur du tout, c'est un homme qui a fait beaucoup de business dans son pays au Brésil, qui a des relations assez troubles aussi avec le milieu crapuleux au Brésil, et quand il arrive, c'est un peu le loup qui va rentrer dans la bergerie FIFA, et il va rentrer dans la bergerie FIFA avec l'argent de Horst Dassler, qui, comme vous l'avez bien expliqué, va aller voir toutes les fédérations à travers le monde, et notamment dans les pays africains, notamment dans le bloc de l'Est, puisque chaque fédération a un vote le jour des élections. Si vous avez réussi avec des petits cadeaux, en fournissant des ballons, en fournissant des survêtements, si vous avez réussi à acheter des votes, eh ben vous avez le pouvoir. Et c'est comme ça que João Havelange a pris la place de Stanley Roos
et où le football est rentré dans une nouvelle ère. Ça va très loin parce que, en vous écoutant, je réalisais que l'Allemagne a déjà organisé 2 Coupes du Monde, au moins un Euro, peut-être 2, et le prochain, ça va être encore en Allemagne. Est-ce que il faut voir la patte d'Adidas derrière ce vote? C'est absolument... Moscou, vous l'avez dit, c'était déjà la patte Adidas, parce que vous avez parlé d'André Gelfi, qui aidait la Sardine, avait des liens très très proches avec les milieux soviétiques. Et sur la Coupe du Monde de 2006, c'est pas un scoop. Il y a une enquête en cours, il y a eu des procès. C'est Adidas qui en 2006 qui a obtenu, avec les moyens habituels, c'est-à-dire en arrosant un petit peu les gens qui comptaient, qui a obtenu la Coupe du Monde en Allemagne en 2006. Au bout du compte, ce qu'on peut dire dans la rivalité Puma-Adidas, qu'Adidas l'a emporté quand même. Oui, disons qu'Adidas a conçu, enfin en tout cas Horst Dassler, vous l'avez dit dans l'émission, dans le récit, c'est de diversifier considérablement là où Puma est resté un petit peu fidèle à son cœur de métier. Et Puma continue à faire de la promotion autour des athlètes, que ce soit donc vous avez parlé de Maradona, Usain Bolt par la suite. Le Adidas a misé sur d'autres choses. Vous avez parlé de Run DMC, mais énormément de dirigeants sportifs qui sont le résultat de tout ce travail qu'avait fait Horst Dassler à l'époque pour occuper le terrain politique du sport. Donc forcément, quand vous occupez ce terrain politique, il va de soi que vous avez une influence qui va aussi, in fine, vous permettre de vendre des chaussures. Bon, il nous reste 1 minute, François Thomazeau. Juste une question. Finalement, au bout du compte, Nike et Reebok sont arrivés. Sacrée concurrence. Adidas et Puma n'étaient plus seuls dans leur jardin. Non, ils ont compris. Nike a surtout compris comment délocaliser, puisque le Nike a fait fabriquer ses chaussures en Asie, parfois à vil prix, parfois dans des conditions, on va dire discutables. Dont après ils ont fait amende honorable. Mais Nike a repris le même système de fonctionnement, puisqu'à une époque, Sébastien Coe, qui est aujourd'hui le patron de l'athlétisme mondial, était une créature Nike. Les derniers championnats du monde d'athlétisme ont lieu à Eugene, qui est le siège social de Nike. Vous voyez que les vieilles méthodes fonctionnent toujours. Voilà, et ça nous prouve que nous sommes bien dans un monde marchand, pour tout, y compris pour le foot, le sport et le foot bien sûr. Merci François Thomazeau, donc je renvoie les auditeurs de France Inter et d'Affaires Sensibles à la lecture de votre livre « Histoire secrète du sport », publié en 2019 aux éditions La Découverte. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Adidas Puma.